Welcome. Welcome. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Turbulence, l'émission de proximité qui ose le débat et l'échange autour de sujets de société. Ce numéro est consacré à un sujet délicat et grave, la question des femmes et des précarités. Alors Aurélie, cette émission est enregistrée, comme on a pu le voir dans le Before, à l'occasion de la Journée internationale pour le droit des femmes. Et nous sommes donc le 8 mars, c'est un mardi 2022. Nous sommes toujours à la MJC Boris Vian qui accueille notre média. Donc on est à Ponto. Et on accueille d'ailleurs les étrangers du Plessis-Trévis. Oui, on est de l'autre côté de la frontière, mais on arrive à la franchir quand même. Et on est en présence d'un public beaucoup plus nombreux que d'habitude. Et d'ailleurs, pour qu'il se manifeste, on va lui demander non pas de nous applaudir, mais de s'applaudir. Stéphanie, tu as pris place et tu as raison de prendre place parce que ta parole est riche et belle. Alors on te laisse la parole pour cette chronique vis-à-vis de laquelle nous sommes maintenant tombés dans l'impatience puisqu'on commence à s'habituer à tes beaux mots. Merci Aurélie. Aujourd'hui, j'adresse ma chronique aux femmes qui se retrouvent seules face au quotidien. Femmes qui peuvent être blessées, qui ont une cassure dans leur vie. Je trouve que l'on devrait continuer à préserver les femmes dans leur intégrité, les considérer, les respecter, les aimer, les considérer dans leur façon de penser, leur façon d'être, les respecter dans leur choix de vie, sans qu'elles soient à l'image de l'homme, mais avec leur propre personnalité, les aimer tout simplement pour les rendre heureuses et épanouies. Les femmes ont une force qui est encore insuffisamment reconnue au fil des années. Elles ont pourtant prouvé leur force dans leur histoire, lors des guerres où elles ont même fait tourner des usines. Elles ont remplacé les hommes partis à la guerre. Elles n'ont cessé de se battre pour leurs propres droits. Aujourd'hui, elles se battent encore pour une meilleure qualité de vie. Aujourd'hui, trop de femmes rencontrent encore de grandes difficultés. Heureusement, la solidarité existe dans les associations, mais aussi auprès de leurs proches. La prévention des précarités est importante pour permettre d'éviter des situations compliquées. La société, l'État doit agir pour renforcer la confiance en soi, permettre à toutes les femmes une égale dignité et une totale estime de soi, afin qu'elles trouvent toute leur place dans notre société. Je pense que ce message peut concerner toutes les femmes. Il promeut une relation plus égalitaire avec les hommes, un combat contre les précarités partagé avec eux, à condition de reconnaître les rapports de domination qui condamnent trop souvent les femmes à la grande précarité. Toi, en tant que poète, tu vois la femme comme une princesse, comme une déesse. Toi qui la vois au quotidien, ne lui fais pas verser de larmes pour rien. Les femmes ont une force même lorsqu'elles sont en situation de grande vulnérabilité. Tu sais, elles sont capables de s'assumer, de gérer seules chaque instant de leur vie avec brio. Elles deviennent une fleur fanée si tu la laisses de côté. Nous sommes toutes et tous complémentaires dans nos singularités. Prenons le temps de continuer à nous apprivoiser et tout simplement à nous aimer. Merci beaucoup. Oui, il me semble que tu souhaitais qu'on écoute un extrait d'une chanson d'Anne Sylvestre, car nous avons une fan d'Anne Sylvestre, et donc tu nous as concocté 2 titres pour cette émission. Oui, alors effectivement, il me semble qu'il y a une chanson d'Anne Sylvestre. Alors, précisons que c'est une chanteuse, parolière, compositeur, auteur, compositrice, voilà, qui a porté beaucoup les combats féministes et qui a écrit tout autant des chansons pour enfants que des chansons pour adultes. Mais je voulais vous faire découvrir cette chanson qui parle de la... On va d'abord découvrir c'est pas facile. Les gens qui doutent, qui est donc une très très belle chanson d'Anne Sylvestre.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois il nous semble capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons. Hélas, on n'écoutera pas le titre en entier. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent peut-être que nous avons le plaisir d'accueillir Véronique Chauveau, donc, qui travaille donc dans une PMI, une protection maternelle et infantile, à Noisy-le-Grand. Peut-être pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce qu'une PMI, cette protection maternelle et infantile ? Alors oui, bien sûr, c'est un centre de protection maternelle infantile où on accueille des publics plutôt tournés vers l'enfant et la femme. Dans le centre où je travaille, on est aussi planning familial aussi. On a aussi cette étiquette-là. Donc c'est des centres où on aborde la famille, je dirais... la parentalité, la famille. On accueille les femmes quand elles ont des soucis d'ordre de la contraception, de la violence. Et on accueille aussi tout ce qui est la petite enfance, les consultations enfants, la protection de l'enfance. Qu'est-ce que la protection de l'enfance ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors, protection de l'enfance, ce qu'on entend, l'enfant maltraité, l'enfant en situation de violence, c'est les signalements qui peuvent revenir sur les centres de PMI suite à des téléphones, des coups de fil qui ont été donnés. Et souvent, une partie de l'équipe avec qui je travaille, médecins, puéricultrices, psychologues, peuvent aller accompagner d'une assistante sociale, faire une visite ou rencontrer les familles en difficulté pour essayer de trouver des solutions pour aider à ce que ça se passe au mieux pour l'enfant. Et alors, je voulais aussi faire expliciter une terminologie. Planning familial, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que c'est ? Planning familial, c'est un lieu où les femmes ont la possibilité de trouver une contraception à titre gratuit. Il y a des consultations avec un gynécologue ou une gynécologue. Il y a des conseillères conjugales. On aborde aussi, la sexualité. On va aussi, nous aussi, on va dans les collèges et les lycées parce que dans le département du 93, il y a une politique pour que nous on aille. Enfin, c'est pas un choix de la mairie. Là, c'est le département qui propose dans les collèges et les lycées du département des animations autour de la sexualité, du respect entre filles et garçons. Et les rapports filles-garçons, la sexualité. Et, voilà. Oui, parce que c'est un service, un centre qui dépend du conseil départemental et qui fait partie d'ailleurs des attributions, des compétences du conseil départemental sur l'ensemble du territoire français. Oui, c'est des choix politiques de chaque département. Vous accueillez donc toutes sortes de femmes et d'enfants. Vous n'accueillez pas que des personnes les plus précaires. Tout le monde peut venir dans un centre. Oui, on est un service public. Tout le monde est accueilli à la même enseigne. On accueille toutes femmes qui sont en demande d'aide. Alors souvent, c'est par le biais au moment de la naissance du premier enfant. Voilà, souvent, quand les mamans et les papas rentrent de la maternité avec le premier enfant, se posent plein de questions. Et voilà, nous, on est un peu le soutien. Et par cette petite porte, on arrive des fois à toucher le côté planning, le côté précarité aussi. On se rend compte des fois des demandes des parents, des besoins des gens, quoi. On va peut-être demander à Alain également de se présenter. Donc Alain Soucy, vous êtes psycho-socio-esthéticien. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre métier ? Alors en fait, psycho-socio-esthétique, c'est pour travailler sur l'image, l'estime et la confiance en soi. Donc je travaille avec Émergence depuis plusieurs années déjà sur un accueil femmes qui est réservé aux femmes. Et ça leur permet d'avoir des moments à elles, de s'occuper d'elles, ou de réapprendre à s'occuper d'elles.
C'est un moment de convivialité aussi, parce que justement, c'est en groupe. C'est tout un travail très intéressant. Ça fait plusieurs années, donc au bout d'un moment, les femmes commencent à me connaître. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elles ne me voient pas comme un homme. Chose étrange. Je travaille beaucoup avec deux femmes, donc avec Émergence, mais dans des centres sociaux ou dans d'autres structures qui accueillent des gens précaires et des femmes voilées aussi. Et donc, il n'y a aucun problème avec ça, justement, de travailler et de s'occuper de soi. Alors, quand vous dites travailler avec des femmes de l'association Émergence, et j'en profite d'ailleurs pour demander à Aurélie de venir nous rejoindre sur le plateau, qu'elle n'hésite pas à s'installer tranquillement. Donc Émergence Marne-la-Vallée, qui est à la fois un centre d'accompagnement à la réduction des risques et aux usages de drogue, mais également un espace de vie sociale, dans lequel effectivement vous travaillez sur plus spécifiquement l'espace femmes. Et donc je voulais savoir, quand vous dites travailler avec les femmes, qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est quoi votre activité avec ces femmes? Alors on fait des ateliers en fait esthétiques, puisque je suis aussi esthéticien, comme c'est indiqué dans mon métier en fait. Donc on fait des soins des mains, soins du visage. On réapprend à s'occuper de soi en fait, tout simplement. À retrouver une meilleure image, puisqu'on fait plein d'autres choses autres que les soins esthétiques, puisqu'on fait du conseil en image aussi. C'est quoi du conseil en image? Alors en fait, on fait de la colorimétrie et de la morphologie, c'est-à-dire apprendre, savoir s'habiller, quelle morphologie on est, quelles couleurs vous vont. On a la chance avec Émergence d'aller faire du shopping avec les femmes aussi. Donc c'est des moments aussi de partage très intéressants. C'est vraiment très intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a toujours un membre ou deux de l'équipe qui sont avec moi. Donc leur rapport est différent aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment, on est un groupe. On n'est plus professionnel, pas professionnel. On est un groupe et on partage. Ça permet aussi de pouvoir parler de certaines choses, puisque on avait fait Octobre Rose avec Émergence et un médecin était venu parler. On est venu à parler de sexualité. C'est très intéressant, en fait. Octobre Rose, on rappelle ce que c'est. Aurélie, merci de nous avoir rejoints. Ravi de vous accueillir. Donc Aurélie Bonnet, vous êtes intervenante en réduction des risques, vous êtes éducatrice spécialisée, vous travaillez au sein de l'association Émergence que nous avions accueillie dans l'émission précédente sur drogue et usage. Mais là, vous êtes venue aussi pour nous parler de l'espace femmes. Et donc, j'ai oublié ma question. C'est pas très grave. Il y avait la question Octobre Rose. Ouais, Octobre Rose. Et voilà. Et merci Aurélie. Donc, vous pouvez peut-être repréciser. On connaît bien maintenant Octobre Rose, mais c'est pas forcément complètement connu non plus. C'est quoi Octobre Rose? C'est au mois d'octobre pour lutter contre le cancer du sein. Voilà. Et inciter les femmes à se faire dépister. D'accord. Donc, à l'occasion d'Octobre Rose, vous intervenez aussi. Oui, moi, j'étais intervenu sur des massages et de l'automassage, en fait. Vous avez aussi, dans le cadre d'une PMI, ce type d'approche aussi psycho-socio-esthétique? Non, on n'a pas ce type d'accueil, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Ça que sur Noisy, je sais qu'il y a une boutique solidaire où il se passe des choses de ce type et on envoie quelques dames quand on sent que s'habiller c'est compliqué parce que quand on n'a pas d'argent, on a toujours les mêmes vêtements, on n'est pas à l'aise et c'est vrai que on renvoie sur la boutique solidaire. On s'était renseigné et il y avait aussi des animations comme ça et on trouvait ça bien et beaucoup de mamans nous ont remerciés parce que c'est une boutique solidaire qui donne l'impression d'être comme tout le monde. Et ça, c'est important. Donc Aurélie, vous pouvez alors peut-être rappeler en quelques mots comment vous intervenez dans le cadre d'Émergence Marne-la-Vallée? Alors nous, à Émergence, on fait de la réduction des risques. Donc on accompagne les personnes consommatrices de produits psychoactifs, de drogue, y compris l'alcool. Et concernant l'accompagnement des femmes, donc une fois par mois, on a un espace femmes. Le premier mardi de chaque mois, de 17h à 20h, qui est du coup dédié aux femmes en présence d'Alain Soucy. Et après, on les accompagne tout au long de l'année, bien sûr, pas que à l'espace femmes. Et vous êtes aussi un espace de vie sociale. Est-ce que l'espace femmes est aussi ouvert aux usagers qui peuvent fréquenter l'espace de vie sociale? Oui, on l'a ouvert en 2022, donc c'est tout nouveau, donc la communication commence.
Donc on attend aussi que les femmes de l'espace de vie sociale s'en saisissent. Voilà. Alors j'avais envie de vous poser une première question sur notre sujet. Quand on parle de précarité, plus spécifiquement celle des femmes, de quoi parle-t-on? Est-ce que, Véronique, à travers votre expérience professionnelle, votre accueil dans le cadre de la PMI, quelles sont les situations que rencontrent ces femmes le plus fréquemment? C'est-à-dire que ça peut être la précarité du logement. Je pense que c'est quand même, à l'heure actuelle, quelque chose on se rend compte que des femmes seules avec enfants vivent des choses quand même très très compliquées au niveau du logement. Alors, il y a eu le DALO, là, le droit opposable au logement, mais ça ne suffit pas pour donner l'accès à des femmes avec des enfants rapidement à un logement? C'est-à-dire que moi, la population qu'on touche, des fois, ce sont des femmes qui n'ont pas de papier, qui sont en situation irrégulière. Donc, on a un foyer qui les accueille, où c'est un ancien hôtel, voilà, où des chambres leur sont réservées. Mais c'est vrai que c'est quand même la promiscuité entre elles. Et des fois, c'est un peu compliqué, a priori, à gérer. On a des retours qui sont des fois un petit peu difficiles. Et puis, on a aussi la précarité logement avec les marchands de sommeil, quand même. On se rend compte que les femmes vivent des fois des choses difficiles et subissent, je dirais, de la prostitution pour pouvoir avoir une chambre et vivre un petit peu au sec avec les enfants, quoi. C'est ça, on se rend compte de plus en plus de ça. Donc voilà. Après, la précarité qu'on rencontre sur... je dirais plutôt sur le salaire, sur le travail. Voilà, nous, on se rencontre quand on discute sur la reprise du travail pour ces femmes. Quand il y a un bébé, c'est compliqué parce que pas de place en crèche. Et puis des contrats compliqués avec des horaires pas faciles. Oui, ce qu'il faut peut-être indiquer, c'est qu'effectivement, le temps partiel est très important pour les femmes, puisque 80%, enfin un petit peu moins maintenant, de femmes, finalement, enfin le temps partiel est occupé par 80% de femmes, et c'est pas choisi souvent, il y a une grande part qui est subie. Donc on voit que c'est du coup, certes le SMIC permet d'atténuer des faibles revenus, mais pour elles, ça veut dire qu'elles ont en dessous d'un SMIC mensuel. Voilà, donc il y a ça. Et puis il y a effectivement les horaires. Alors, je pense que beaucoup d'entre elles travaillent comme agents d'entretien. Oui, très tôt le matin, très tard le soir. Tôt le matin, très tard le soir. Elles n'ont pas forcément ni voiture ni permis pour les raisons notamment financières. Et donc, du coup, c'est très compliqué de s'organiser, surtout lorsqu'on a des enfants, puisque les gardes d'enfants ne sont pas forcément ouvertes et adaptées. Oui, c'est ce qu'on rencontre maximum. Oui, beaucoup de précarité au niveau du travail et l'accès. Après, l'accès aux soins, nous, puisqu'on est quand même un centre planning et puis pour les enfants, on essaye de pousser. Enfin, nous, on a des consultations gratuites. On essaye. Voilà, on aide dans les démarches. On prend rendez-vous pour les dames pour l'hôpital. Enfin voilà, on essaye d'être soutenante. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand les enfants grandissent, les consultations, ça coûte de l'argent. Enfin voilà, il n'y a pas de mutuelle, même si on nous dit que les mutuelles sont obligatoires. Pour ces salariés. Pas de mutuelle, enfin bon voilà, c'est plein de choses qui rentrent. Oui, la précarité de beaucoup de choses finalement. Les femmes, qui fréquentent Émergence, il y a aussi des hommes, bien sûr, mais les femmes qui fréquentent Émergence sont aussi dans les mêmes situations, problème d'accès au logement, problème d'accès à un travail permettant un revenu décent, permettant de vivre. Oui, on rencontre les mêmes problématiques. À celle-ci s'ajoute la consommation. Et du coup, à des images de soi-même détruites, si je peux dire ça comme ça. Puisqu'il y a aussi toutes les attentes sociétales qui sont faites vers les femmes. Par exemple ? Être une bonne mère, être présente, voilà. Et quand la consommation s'en mêle, ça vient aussi casser cette image. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille là-dessus sur l'espace femmes et quotidiennement aussi. Le problème d'accès au logement ou à l'hébergement fait que certaines femmes peuvent se retrouver à la rue ? Oui, on en a.
quelques-unes. Alors maintenant qui ont été relogées depuis plusieurs années, heureusement, mais qui ont des parcours de rue sur plusieurs années. Je suppose que dans cette très grande précarité, la place des femmes dans l'espace public, lorsqu'on est à la rue, est aussi très très difficile, peut-être plus difficile que pour un homme, même si les situations sont par définition difficiles. Bien souvent, elles sont aussi entourées de beaucoup d'hommes. Souvent, c'est une femme dans un cercle d'hommes, en fait. Donc oui, elles ont des problématiques. Pareil, il y a la prostitution dans la rue et aussi pour pouvoir se loger. Il y a la prostitution par rapport à la consommation aussi, puisqu'il n'y a pas toujours le moyen financier de pouvoir payer son produit. Donc il y a tout ça qu'on rencontre à Émergence, avec les femmes qu'on accueille qui sont en situation précaire. Vous êtes sur des territoires différents, avec des histoires associatives aussi différentes. Je me demandais, qu'est-ce que vous observez comme évolution au regard dans vos structures respectives vis-à-vis de cette précarité, et est-ce que, à votre avis, il y a des différences de problématiques entre, du coup, vous intervenez sur plutôt la Seine-Saint-Denis et vous plutôt sur la Seine-et-Marne. Est-ce que vous pensez qu'il y a des différences territoriales ? Oui, peut-être préciser que Émergence Marne-la-Vallée intervient en zone urbaine, mais aussi en zone rurale, ou périphérique, tandis que vous, Véronique, vous intervenez sur un territoire qui est plutôt un territoire urbain. Après, je pense que la population qu'on a sur Noisy-le-Grand est la même que celle sur Noisiel, Torcy, Loy, Champs. C'est vraiment, c'est le même type d'urbanisme que nous avons. Après, je ne connais pas au niveau de la Seine-et-Marne, plus dans la campagne. Mais je pense que Noisy-le-Grand est pareil que Champs ou que Logne. C'est exactement la même chose. Après, est-ce qu'on a les mêmes populations ? Je pense que oui. Je pense qu'il y a les gens précaires partout. Voilà. Après, je sais pas, nous, au niveau du... Moi, je suis une structure... je suis pas associative, je suis une structure départementale. Donc, c'est vrai qu'on a quand même, je dirais, des démarches et on peut envoyer certaines femmes ou certains hommes, parce qu'on connaît bien l'assistante sociale, parce qu'on connaît bien l'hôpital ou tel médecin. On a quand même des relations, des partenariats, je dirais. On fonctionne quand même beaucoup en partenariat de services publics. Après, il y a quelques associations avec qui on a quelques contacts, mais on n'est pas associatif. Donc, j'avais pas. Vous observez une évolution dans la précarité de... ça s'améliore pas, on va dire. Voilà. Donc une détérioration. Je dirais pas une détérioration, c'est autre chose, mais non, elle est toujours là. Elle est toujours là, et je pense que on sent les gens qui sont précaires ont du mal à accéder à passer. Je pense que quand j'ai commencé à travailler, il y avait des gens qui étaient entre guillemets pauvres. Mais par le travail, par le biais de l'éducation, etc., l'évolution était je me rappelle, moi, des mamans qui revenaient nous voir quand les enfants étaient grands. Elles étaient contentes, même des mamans qui ne parlaient pas un mot français, qui revenaient nous voir à la PMI en disant j'ai réussi à apprendre le français, mes enfants vont aller à l'école, au collège, au lycée, et elles étaient contentes de ça. Là, les familles précaires... les enfants vont pas très bien, quoi. En plus, avec l'histoire du Covid pendant 2 ans, l'accès à l'école qui était compliqué, l'accès aux soins aussi, on a beaucoup axé sur le Covid, et on se rend compte, nous, au niveau de la PMI, que beaucoup d'enfants dans ces familles-là sont en difficulté parce que les gens ont eu peur pendant 2 ans de sortir. Et donc, on a mis beaucoup les enfants devant la télévision. Une difficulté qui s'enlise et qui ne trouve pas de ressort. C'est plus compliqué, je pense. C'est plus compliqué. Donc, il y a un maillage territorial du service public, justement, pour faciliter
On essaye, voilà, du partenariat. Voilà, on a quand les femmes, par exemple, nous, on est touchés par la population sans papier, c'est vrai que, voilà, on a des noms à qui on peut envoyer selon les conditions, etc. Et c'est plus facile, quoi. On laisse pas tomber les dames, même si on les accueille, nous, on n'a pas carte vitale ou pas carte vitale, on s'en fout. Mais c'est vrai que quand on a une maman qui n'a pas de sécurité sociale, on sait qu'il faut qu'on l'envoie, on essaye de l'adresser à des gens pour qu'elle ait accès à une sécurité sociale, quoi. Est-ce que vous avez été confrontée, Véronique, aussi à des femmes qui étaient aussi concernées par des consommations de produits psychoactifs, dont l'alcool? L'alcool, oui. L'alcool, la drogue aussi. Mais c'est vrai qu'elles n'aiment pas beaucoup les services publics. C'est compliqué. Parce qu'aussi on est protection de l'enfance, hein. Donc c'est vrai que les femmes qui sont dans l'alcoolisme ou qui sont dans la drogue, c'est très compliqué au niveau de leur image de maman, et c'est vrai que c'est compliqué. La précarité est aggravée aussi, ce que disait Aurélie, par la question de cette image qui est portée par les femmes, parce que finalement un homme peut être aussi un père, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de l'image de la mère par rapport à l'enfant et des tensions qu'il peut y avoir entre ces consommations, mais aussi, ça peut être sur d'autres choses, mais sur des consommations et le fait d'être mère. Du coup, comment vous traitez cette question-là, c'est-à-dire par exemple la question du placement des enfants? Est-ce que ça veut dire une rupture totale entre la mère et l'enfant? Normalement non, hein. Non, normalement non. Au tout début, on essaye que le lien soit là. On essaye de soutenir cette maman. On n'est pas dans la séparation, voilà, on essaye de soutenir. Après, c'est compliqué. Ce sont des personnes qui, des fois, vont faire un pas et puis le lendemain, ce qu'on a un petit peu avancé recule. Et c'est vrai qu'après, nous, c'est vrai qu'on voit plutôt, on est plutôt du côté de l'enfant. Voilà. Après, on essaye que si un enfant doit être placé, que la maman, de toute façon, est toujours en relation avec son enfant. C'est son enfant. Aurélie, on a parlé, Véronique parlait justement de la question des sans-papiers, des personnes migrantes qui n'ont pas forcément un titre de séjour. Est-ce que vous aussi, vous avez ce public-là ou aussi d'autres types de personnes dans votre fil actif, comme on dit dans votre jargon, comme public? Au sein du CARUD, on n'a pas forcément beaucoup de personnes non régularisées. La plupart ont des titres de séjour. Au sein de l'EVS, on en voit un peu plus, du coup. L'espace de vie sociale. Espace de vie sociale, oui. Donc, on est un peu moins sur des personnes sans papier. Je pense, par contre, ce qui diffère aussi du 93 sur le 77, et notamment le Nord, c'est l'accessibilité, puisque c'est des zones très rurales. On a peut-être un peu moins de structures que vous qui accueillent, malheureusement. Et les distances sont plus grandes. Donc je pense que c'est ce qui diffère en termes de... C'est plus l'accessibilité. Après, je pense que la précarité est à peu près la même. Mais est-ce que finalement les questions de transport augmentent cette précarité? C'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir finalement se transporter d'un endroit à l'autre, est-ce que ça participe pas aussi de la précarité? Et on sait qu'en Seine-et-Marne, la question des transports est une question essentielle dans un département aussi grand. Si, ça favorise une forme d'isolement, en fait, puisque quand les personnes ont rendez-vous à certaines heures, malheureusement, il n'y a qu'un bus par heure. Donc, si on rate celui-là, on rate le rendez-vous. Et il y a une réalité qui fait que parfois, les personnes ne sont plus réaccueillies après tant de rendez-vous manqués, en fait. Alain, on va parler maintenant du travail que l'on peut faire. Alors, c'est vrai, quand on est néophyte, quand on ne connaît pas bien, on se demande pourquoi, finalement, faire appel à un esthéticien, parce que vous êtes aussi esthéticien, quand on est dans des situations de si grande précarité. Est-ce que c'est vraiment un besoin fondamental? Et du coup, comment vous réagissez de notre étonnement? Alors oui, moi je dirais que c'est un besoin. Oui, c'est un besoin pour les femmes,
parce que justement, c'est un moment où elles se retrouvent, elles oublient un peu justement tout ce qui est négatif et précarité. C'est un moment où elles pensent qu'à elles. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'emmener aux ateliers. C'est que c'est vraiment un moment où elles pensent qu'à elles et qu'on oublie un peu les problèmes qu'il y a autour, même si elles en parlent quand même, puisque c'est leur vie et qu'on ne peut pas nier ce qu'elles vivent. Mais en tout cas, je les aide à essayer d'oublier pendant 2 heures ou 3 heures leur quotidien. Aurélie, l'espace femmes, c'est un moment donc de 2-3 heures dans lequel les femmes se retrouvent. Comment se décide, la question va aussi pour Alain, comment se décide ce qui va se passer? Parce que je suppose qu'on ne reste pas sans rien faire pendant ce moment-là. Certes, on échange, on parle, on fait du lien, quoi, ce qui est aussi extrêmement important. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est vrai que c'est un peu mystérieux. Alors, du coup, on accueille les femmes. Alain propose un atelier collectif. Alors, quand on dit atelier, concrètement, c'est quoi? Il fait des soins autour du corps, en fait, donc le visage, les mains, les pieds, voilà. Les femmes, on leur demande leurs avis par rapport au thème qu'elles veulent, tous les mois. Donc c'est aussi en fonction de ce qu'elles demandent que Alain arrive avec un atelier. Alors, par exemple, le thème de ce mois-ci, c'est quoi? Ce mois-ci, c'était les pieds. C'était les pieds, C'était les pieds, le soin des pieds. Mais on C'était la semaine dernière, du coup. Oui, c'est vrai en plus. Mais c'est surtout aussi, on fabrique des produits cosmétiques avec lesquels elles repartent. Ça aussi, c'est important. Les soins qu'on fait, généralement, c'est des soins avec des produits qu'on trouve dans la cuisine. Donc, elles repartent avec les recettes. Donc, c'est des soins qu'elles peuvent faire chez elles. J'essaie de trouver des recettes les plus simples possibles. Alors, donnez-nous une petite recette sur le soin des pieds, s'il vous plaît. Pour le soin des pieds. Alors, on n'y pense pas beaucoup à ses pieds, finalement. On n'y pense pas du loin. tout. Voilà, exactement. Puis en plus, en hiver, on ne les voit pas. Donc voilà, c'est pas... alors que c'est hyper important. On peut faire un gommage à base de sucre roux et d'huile d'olive. Vous mettez autant de sucre roux que d'huile d'olive et vous faites un gommage à vos pieds. Vous allez voir, c'est super, génial. Ce soir, tout le monde a tout le monde a sucre roux ce soir. Tout à fait. Mais en fait, c'est plein de petites choses comme ça qui ne demandent pas du sucre roux, on en a tous, de l'huile d'olive, on en a tous. Enfin, surtout, voilà, la cuisine, etc. Donc, c'est quelque chose de simple. Voilà, le but, c'est vraiment qu'elles puissent refaire aussi chez elles. Et le fait qu'on le fasse ensemble aussi, c'est qu'elles se rendent compte que c'est important parce que, justement, au dernier accueil femmes où une femme ne voulait pas rester, parce qu'elle n'était pas bien, parce qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle a eu une baisse d'énergie. On lui a dit, mais si, il faut rester, etc. Elle est restée et après, elle était super contente. Elle est repartie avec un sourire. Elle était vraiment mieux. Parce que, justement, on s'est occupé d'elle. Elle s'occupe d'elle aussi et c'était vraiment très sympa. Je rajouterais juste que l'atelier, c'est pas obligatoire d'y participer. Donc l'espace femmes, c'est aussi un lieu où les femmes peuvent juste venir se poser, observer, boire un café, faire des démarches administratives aussi. Voilà, il y a cet atelier, mais c'est pas une obligation d'y participer. Donc effectivement, c'est aussi l'apprentissage de la confection de produits. Vous avez parlé aussi du shopping, enfin le fait d'aller ensemble acheter des choses, enfin des produits, pardon, dans des magasins dédiés. Alors, c'est plus des vêtements en fait. Là, c'était plus des vêtements. C'est des vêtements, on n'achète pas de produits en fait. En fait, les produits, on essaye de les fabriquer soi-même. D'accord. Pour que justement, elles n'aient pas à acheter de produits. Et sur les vêtements, qu'elles travaillent, enfin comment, parce que du coup les femmes savent acheter, non? Non. Non. Voilà, bien catégorique. Voilà, non. Alors, non, mais en fait, souvent, elles sont toujours dans la même... on reste en pantalon parce que justement, elles sont à la rue et qu'elles ne peuvent pas être en robe. Une femme en robe, c'est plutôt trop sexy, etc. Donc, elles ont une image de la femme elle-même qui est un peu compliquée. Donc, en fait... grâce à ce genre d'atelier, justement, d'aller faire du shopping, c'est de leur dire qu'elles sont femmes avant tout et qu'elles peuvent rester femmes. C'est pas parce qu'effectivement, elles sont dans un milieu précaire qu'il faut s'habiller. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent. Maintenant, il y a plein d'associations, comme disait Véronique, qui aident les gens à s'habiller, etc. Donc, c'est juste savoir quel style de vêtements peuvent les mettre en valeur et qu'elles se sentent bien dans leurs vêtements. C'est ça aussi. C'est-à-dire que...
Je ne suis pas Christina Cordula, j'aimerais bien, mais non, je ne le suis pas. Et donc, le but, c'est qu'elles se sentent bien dans leurs vêtements. Alors souvent, c'est pour des recherches d'emploi, etc. Donc, qu'elles aient des vêtements qui correspondent à ce qu'elles recherchent et qu'elles se sentent bien. En fait, il n'y a pas un changement de personnalité, c'est juste renforcer ce qu'elles sont. Et du coup, est-ce qu'au-delà du dialogue que vous avez avec elles, est-ce qu'elles ont aussi un dialogue entre elles sur la façon dont les unes et les autres voient l'autre ? Bien sûr, mais en fait, c'est un vrai moment de partage. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le but, c'est justement que tout le monde participe et tout le monde donne son avis. Et quand je vous disais tout à l'heure que les professionnels, en fait, on les voit plus. C'est-à-dire qu'on est un groupe, on fait du shopping, et en fait, il y a un partage de dire ce qui va pas, et les gens donnent leur avis assez facilement. Tout ça dans la bienveillance, bien sûr. Il n'y a aucune méchanceté ou quoi que ce soit. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment un lien qui peut se créer pendant ces ateliers-là, en tout cas. Et après, il y a des amitiés qui se forment aussi à l'espace femmes. Et les femmes se revoient à l'extérieur pendant les temps d'accueil, pendant les tournées. Voilà. Et le fait qu'il y ait, comme disait Aurélie tout à l'heure, aucune obligation à participer à l'atelier, on s'est aperçu quand même que même les femmes qui ne voulaient pas participer finissent par participer parce qu'il y a une ambiance bien particulière et c'est ça aussi qui est pas mal. Véronique, vous avez aussi des temps collectifs entre femmes dans le cadre de vos activités ? On va essayer de mettre en place, c'est un projet qu'on aimerait bien mettre en place. Voilà, alors bon, nous, c'est vrai qu'on est plus... Enfin, je sais que ma collègue conseillère conjugale avec une psychomotricienne avait essayé de faire un atelier justement de bien-être, etc. Mais ça a eu du mal à se mettre en route, quoi. C'est compliqué des fois. Le bien-être, des fois, elles ne voient pas trop... c'est pas trop l'intérêt, mais elles y sont tellement loin que il faut arriver par des biais un petit peu différents. Le fait de... Nous, on veut venir... des fois, on veut toucher les dames, les mamans, par le biais des enfants, pour après accéder à des choses pour elles en tant que femmes. Mais c'est vrai que l'atelier bien-être, voilà, elles n'ont pas adhéré, quoi. Mais on essaye. Ça montre qu'il y a que le réseau de différents intervenants, partenaires, institutions publiques, associations, il est nécessaire pour trouver différentes entrées, pour accompagner ces femmes-là. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, en fait. Enfin, le thème bien-être a une mauvaise image, en fait. Et c'est pour ça que souvent, les ateliers, là, c'est l'atelier des femmes, c'est pas l'atelier bien-être. C'est après qu'on dit que c'est un atelier bien-être. Mais atelier bien-être, c'est un côté très négatif, en fait, pour ces femmes-là. C'est-à-dire qu'effectivement, elles n'ont pas le droit, pour elles, d'assister à ce genre d'atelier. Pour elles, c'est ridicule. Elles ont d'autres préoccupations que de s'occuper d'elles. Dans les dispositifs d'accueil, est-ce que finalement vous travaillez aussi ce lien ? C'est-à-dire, Émergence a la particularité, on l'a vu dans l'émission consacrée à drogue et usage, qu'il y a un accueil dit inconditionnel, des conditions minimales, et que du coup on peut venir à Émergence, on peut rencontrer des gens aussi, c'est pas simplement un face-à-face entre un professionnel et un usager. C'est ça, c'est aussi un accueil collectif et mixte, hors de l'espace femmes. Et c'est pour ça que je dis qu'on a beaucoup de conversations, puisque souvent les hommes demandent pourquoi il y a un espace femme et pas un espace homme. Donc c'est aussi rappeler toutes les problématiques que les femmes rencontrent de manière générale et avec la consommation. Donc c'est un travail quotidien en fait de déconstruction, de répétition. Voilà, c'est une des grosses parties du travail. Et après, aller voir aussi les femmes qui ont des logements. On va les voir à domicile. On soutient le quotidien, la parentalité. Qu'est-ce que vous appelez le quotidien ? La parentalité, le travail, l'accès à la formation, l'incitation à un suivi gynécologique. Voilà, c'est tout ça tous les jours. Moi, excuse-moi, j'ai une question un peu... qui m'arrive là dans ce que vous dites, c'est à vous tous, c'est quoi être une femme ? En fait, est-ce que vous avez ces débats-là avec les femmes avec lesquelles vous travaillez ? C'est-à-dire, la représentation de la femme, enfin, en tout cas, ce qu'on peut entendre par être une femme, c'est varié suivant les personnes.
Et donc, est-ce que vous débattez de ça? Enfin, on peut être femme sans être mère, on peut avoir envie d'être féminine ou pas féminine. Enfin, on est femme de plein de façons différentes. Comment vous abordez ces sujets-là? Enfin, est-ce que ça débat dans vos groupes de parole là-dessus? Oui, beaucoup. Surtout que les hommes ont souvent une représentation particulière des femmes. Donc pareil, on déconstruit, on répète que chacune fait ses choix en fait. Voilà, c'est toujours converser encore et encore, rappeler que la femme est à part entière et qu'elle n'a pas besoin de dépendre de quelqu'un. Je pense qu'on fait un peu tous la même chose de ce côté-là, à se répéter. Oui, mais est-ce que le débat vient aussi du groupe? C'est ça. Enfin, j'essaye de déceler un peu c'est quoi les sujets qui arrivent sur la table en fait. Parce que ce qui m'interpelle, c'est cette question d'être par exemple PMI et planning familial. Et être un planning familial, c'est justement aussi l'entrée de la contraception et du coup de pas être mère. Donc c'est pas évident cette double entrée en fait. Alors de toute façon, nous on est centre de PMI et planning familial. C'est vrai qu'on n'accueille pas au même moment. Voilà, c'est des consultations qui sont complètement différenciées. Après, c'est vrai que même quand on accueille une jeune maman avec son bébé, et qu'on prend du temps, on fait un dossier, etc. C'est vrai que nous, on parle de contraception. On parle, voilà, parce que des fois, les mamans, elles ont tellement d'informations au moment de la sortie de la maternité que des fois, ça squeeze donc on prend le temps, on explique qu'elles ont la possibilité de prendre une contraception parce que pour l'instant, elles ont déjà ce bébé, etc. Et quand il y a le papa qui est là, quand on en parle aussi avec le monsieur. Alors des fois, c'est des sujets un petit peu. Le monsieur, des fois, est un peu gêné ou il comprend pas pourquoi on parle de ça. Mais c'est vrai que l'image de la femme, c'est compliqué, parce que on a toutes et tous l'image de la femme et pour le déconstruire, c'est compliqué. Elles acceptent des choses et de la part de leur mari ou des hommes qui des fois nous étonnent parce que c'est vrai que quand on discute avec chacune, on trouve qu'elles sont super, etc. Et puis des fois, il y a un petit grain de sable et puis on se rend compte que elles ne vont pas bien et quand elles ont besoin de parler, on se rend compte que finalement elles nous avaient pas tout dit et que les choses sont vachement c'est pas très. C'est difficile. Le couple est en difficulté, la dame subit de la violence. Des fois, on a une belle image de la famille et nous, on nous donne l'image qu'on veut nous donner, on l'accepte et finalement, moi, je connais des dames pendant 2-3 ans. J'avais une très très belle image de la famille et puis un jour, la dame est arrivée en me disant est-ce que je peux vous parler et elle m'a déballé toute son histoire et voilà, donc on reprend les choses, on lui dit c'est bien, vous avez frappé à la bonne porte, on est là pour ça, et on aide. Mais c'est vrai que c'est compliqué, on essaye de poser des questions, mais on fait un travail de fourmi des fois. Alain, est-ce que tu peux nous révéler ce qui se passe quand on fait du soin des pieds? Les beaucoup sujets. De bien. Mais en fait, comme on touche. Et en fait, le fait de toucher, je veux dire quelque chose qui peut être de se toucher en fait, permet justement de libérer la parole et de pouvoir dire des choses. Alors effectivement, il faut un peu de temps, une certaine confiance, etc. Avec le groupe, mais effectivement, on s'est retrouvé dans des situations, à Émergence et ailleurs, dans des situations où les gens se lâchent. Et ce qui est bien dans ce genre d'atelier, c'est que en fait, il y a plein de bienveillance avec le groupe. Et du coup, les autres femmes aussi, ça leur permet de se libérer aussi. Ça leur permet aussi de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules. Parce que souvent, elles s'imaginent qu'elles sont seules. Il y a qu'elles qui vivent des situations compliquées. Et en fait, en discutant comme ça, on se rend compte que, non, elles ne sont pas seules. Donc, ça...
c'est pas que ça les rassure parce que voilà, mais en tout cas, elles le vivent de façon différente. Et effectivement, par exemple, pour l'image de la femme, elles ont souvent une image qui est compliquée, très compliquée. Parce que, alors, quand elles consomment de la drogue ou de l'alcool, l'image qu'elles renvoient est très négative. Quand elles ont des enfants, c'est encore pire. Donc, elles ont du mal à se positionner, en fait, en tant que femmes. J'avais peut-être une dernière question. On voit tout ce qui est développé d'un point de vue associatif, mais financé par l'État, enfin, par les services publics. On voit ce qui se passe dans les services publics. Donc vous êtes, vous, professionnel aux premières loges. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans le dispositif très, très riche, en fait, public, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui fait que, soit pour atténuer cette précarité des femmes, dont on a parlé de différents aspects, voire même pour atténuer cette précarité, qu'est-ce que devraient faire les pouvoirs publics pour... quelle loi serait nécessaire ou quelle structure serait encore nécessaire pour chercher à réduire cette précarité ou à l'atténuer? Davantage de logements, déjà, puisque le logement, c'est un des premiers pas, je dirais, pour s'en sortir, ou en tout cas pour avoir une meilleure image de soi-même, de ce qu'on renvoie aussi aux gens. Qu'est-ce qui manque? Véronique? Je pense pour les femmes, meilleur salaire. Meilleur salaire, donc on revient sur la question de l'emploi, de la formation. Oui, et oui. Je pense que pour beaucoup de femmes qui n'ont pas beaucoup d'études, voilà, elles travaillent, elles ont des semaines. Enfin, c'est vrai qu'elles vivent des choses qui sont très très compliquées. Voilà, elles sont au boulot des fois à 6 heures du matin, si c'est pas à 5. Et puis elles doivent rentrer, mais elles travaillent de l'autre côté de Paris, elles doivent rentrer. Et puis elles repartent à 18 heures quand les enfants sont rentrés après l'école. Et elles gagnent rien, quoi. Oui, ça c'est peut-être important. C'est un point sur lequel on n'a pas beaucoup insisté, mais ce rythme de vie, cette tension mentale qui est liée à des boulots extrêmement précaires, mais précaires pas forcément en termes de stabilité, mais sur des horaires à temps partiel. Et en plus, effectivement, alors qu'on reproche souvent à ces personnes de ne pas être suffisamment mobiles, où c'est une mobilité énorme qu'on leur impose, en fait. Oui. Ah oui, elles sont très très mobiles. Je dirais que c'est vrai que des fois on en voit enfin, moi je suis très très étonnée de ce qu'elles vivent. Et puis c'est vrai qu'en plus elles rentrent, voilà, elles partent au boulot quand les enfants arrivent et ben voilà, donc elles ne sont pas là pour le soir, elles sont pas là pour les devoirs, elles sont pas, et elles le sentent en plus, elles sentent que elles sont pas là au bon moment, comme elles nous disent. Elles disent on n'est pas là au bon moment, mais c'est comme ça, elles n'ont pas le choix. Souvent parce qu'elles assument seules la fonction elles assument parentale. seules, ou sinon où le papa il est dans les mêmes conditions aussi. Il n'est pas forcément aux mêmes horaires. Oui. Il y a des pères qui vivent aussi la même chose. Alain, de votre point de vue professionnel, qu'est-ce qui pourrait améliorer les choses? Alors, comme disait Aurélie, le logement, un meilleur salaire, effectivement, et peut-être un peu plus de financement dans des ateliers, on va dire, parce qu'on estime que le bien-être est quelque chose de superflu, mais on se rend compte que ça devient très important. Donc, peut-être un financement un peu plus important et qu'on aide les gens, justement, à prendre soin de soi. Merci beaucoup. Maintenant, on va demander un petit jingle. La transition, on vous remercie, Alain, Véronique et Aurélie, et on va accueillir nos nouveaux invités. Pour faire la transition, on va à nouveau écouter Anne Sylvestre, n'est-ce pas, Aurélie? Oui, alors c'est la deuxième chanson qu'on avait choisie. Pas difficile? Pas difficile. On écoute un extrait d'Anne Sylvestre, Pas difficile. Se retrouver dans la rue, pas difficile. Honteux de sa main tendue, pas difficile. C'est comme l'envers d'un jeu, une cascade, où on glisse peu à peu dégringolade. Il suffit d'un matin gris bien ordinaire, d'une lettre qui vous dit y a rien à faire,
On ne peut plus vous garder, on ne peut plus vous loger, on ne peut plus vous aimer, il faudra vous débrouiller seul. Quand ça commence, la malchance, ça vous balance, drôle de danse, j'y pense. Dormir sur un coin de quai, pas difficile, une inscription à la craie. Chanson donc pas difficile, Anne Sylvestre, qui décrit les situations de beaucoup de femmes, en tous les cas d'une partie des femmes qui sont assignées à la grande précarité. Je vais me permettre de présenter, et après je te laisserai la parole, Aurélie, donc nos invités. On a quand même réussi à avoir un homme sur la question de femmes et précarité. Voilà, c'est ce qui montre aussi que les professionnels et les associations qui s'engagent sont souvent des associations où les femmes ont une place importante. C'est bien, mais peut-être c'est aussi une question pour les hommes avec les femmes. Mais ça, c'est un autre sujet, je vous laisserai en débattre tout à l'heure. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant, et nous avons le plaisir d'accueillir avec Aurélie, donc Nadine Vessard du collectif Elle Demande et coprésidente de l'association Turbulence, qui fait partie du collectif Elle Demande. Niamey Kanté, qui est présidente, si je ne me trompe, de l'association Main dans la Main, qui, je précise, est une association du Plessis-Trévis. Et Agnès Guillemin-Siffre, qui est de l'association Droit de cité des femmes. Alors, je ne sais pas exactement ta fonction. En ce moment, je suis secrétaire adjointe. Secrétaire adjointe, donc, Droit de cité des femmes, qui est membre du collectif Elle Demande, qu'on aura l'occasion de présenter tout à l'heure. Voilà, j'ai fait mon job, c'est à toi. Merci Patrick. Voilà, on voulait commencer d'abord par présenter... l'association Main dans la Main du Plessis-Trévis. Niamey, est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui a fait naître l'association et comment elle avance? Bonsoir. L'association, en fait, Main dans la Main, elle a commencé au Plessis-Trévis il y a 2 ans maintenant. On a créé cette association en fait parce qu'on a vu que sur la ville du Plessis-Trévis, c'était compliqué que les gens se rencontrent, surtout les mamans et les enfants. On n'a pas beaucoup de sites pour divertir les enfants et les mamans se croisent que aux abords des écoles. Moi, j'ai remarqué cette grosse problématique depuis que j'y habite. Je me suis dit, mince, comment ça se fait que les gens se côtoient pas, se mélangent pas? C'était vraiment frappant. Alors, de ce fait-là, par rapport à plusieurs mamans africaines, on a créé un groupe pour s'aider, pour s'entraider, pour aider nos enfants à faire diverses choses. Et par ce biais-là, on est parti à la mairie pour savoir comment faire pour nous aider. Ils nous ont dit qu'en fait, il fallait monter une association. Sans ça, ils ne peuvent pas nous aider. On a monté l'association. On est tout un groupe de femmes avec des enfants pour en fait pallier à l'ennui. Parce qu'on a remarqué que les mamans, elles étaient à la maison, on s'ennuyait beaucoup et elles avaient besoin d'aide. Par rapport à ça, on a mené un combat pour aider un orphelinat qui est basé au Mali, pour récolter des fonds, des vêtements, tout ce qui est fourniture scolaire aussi, pour les envoyer là-bas. Mais l'association elle-même... elle est beaucoup présente pour les mamans. Parce qu'on a un besoin de créer le lien social, en fait. Par rapport à ça, on a tous des talents culinaires. Alors, on fait divers plats qu'on vend sur diverses manifestations que la ville nous donne. Par rapport à ça, on rencontre beaucoup de monde. On rencontre aussi les personnes de la mairie qui sont touchées par ce qu'on fait. Et du coup, comme ils discutent avec nous, ils voient les besoins qu'on demande et ils sont sensibles à ça. Et ils nous aident dans nos projets. Ça fait qu'on a demandé une sortie, on est parti avec nos enfants. Ils ont vu que nos enfants, ils étaient contents parce qu'ils se sont dit, mais comment ça se fait que les enfants qui sont sur le territoire
il y en avait plusieurs qui ont jamais été à la mer. Et ça les a alertés. Et ils ont dit qu'ils vont être plus à l'écoute. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, on est là. On pense que tout le monde va en vacances, mais non. Il y en a plein qui ont du mal à frapper aux portes pour qu'on les aide. Et par rapport à l'association, ils ont vu que, en fait, on était à la demande, à la recherche, pour qu'on s'occupe de ces personnes-là, oubliées entre guillemets. Parce que la ville du Plessis-Trévis, c'est une belle ville, mais beaucoup de gens sont aisés. Beaucoup de gens sont aisés, et ceux qui ne le sont pas ne demandent pas. Par rapport à ça, ils sont attentifs. Et alors Niamey, tu précises bien qu'au départ, c'est un collectif de mamans qui se sont retrouvées. Parce qu'il y a une situation particulière qui se joue au moment où on devient maman. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus, nous dire qu'est-ce que ça génère? Tu dis c'est l'ennui, mais c'est quoi le rapport aussi au travail? C'est aussi de l'entraide. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de mamans qui voulaient travailler et d'autres qui ne pouvaient pas travailler. Ça fait que celles qui pouvaient travailler avec l'accord de leur conjoint, parce qu'il y a toujours elles sont... comment dire, elles sont encore sous l'influence de leur conjoint. Du coup, il y en a qui peuvent travailler, il y en a qui ne peuvent pas travailler. Celles qui peuvent travailler ont demandé que, comme elles n'ont pas de place en crèche, pas de place en garderie, est-ce que celles qui sont à la maison peuvent garder leurs enfants? Et il y a tout un chemin qui s'est mené. Alors, il y en a qui gardaient les enfants des autres, d'autres allaient les chercher à l'école. Et ça crée un lien fort entre nous, une solidarité entre nous. Et alors, ce que je trouvais intéressant aussi dans la façon dont tu parlais du démarrage de l'association, c'est que pour démarrer, tu étais au départ toute seule. Oui. Et tu as eu une force de persuasion qui a petit à petit fait grandir le groupe. Oui. Et vous avez trouvé aussi une technique un peu particulière pour faire les premières actions. Et ça, je trouvais ça intéressant que tu puisses témoigner La première action qu'on a faite, c'était la randonnée des parcs. Je suis partie voir le directeur de l'école de mon fils. Je leur ai dit, voilà, on est quelques mamans, on veut faire des choses, on veut bouger, on veut faire des choses avec les citoyens de la ville. Il a dit, moi, je fais une randonnée des parcs. Qu'est-ce que vous savez faire? J'ai dit, nous, ce qu'on sait faire, on sait faire la cuisine. On sait faire tout le monde sait faire la cuisine. Ils ont dit, on vous fait confiance, on vous laisse libre choix, vous faites ce que vous voulez et vous nous faites montrer ce que vous savez faire. Et donc, participer à cet événement communal qui est emblématique de la ville, en fait... On peut expliquer en 2 mots quoi consiste cet événement? Oui, la randonnée des parcs, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Au Plessis-Trévis, tout le monde est là, tout le monde met ses baskets, tout le monde est là pour la randonnée des parcs. Et ce jour-là, nous, on était placés sur un parc, le parc l'Abbé Pierre, d'Emmaüs. Et les gens, ils étaient curieux, ils sont venus nous voir, ils nous ont dit, mais qu'est-ce que c'est? On a dit, tout est gratuit, tout est là, c'est pour vous faire découvrir nos savoirs culinaires. Et ils étaient contents, ils étaient curieux, ils nous posaient des questions. C'est fait avec quoi? Qu'est-ce que c'est? Et comme c'était de la nourriture africaine, basée plus du Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, et ils étaient curieux parce qu'ils ne connaissaient pas. C'était beaucoup de nouvelles saveurs gustatives. Et ils étaient contents. Et ils disaient, c'est gratuit? On dit oui, c'est pour vous faire découvrir. Et c'est parti de là. Et après, mais donc ça a changé l'image. Il y a eu quand même une. C'est vrai. Il y avait une distance. Il y avait beaucoup une distance sur le Plessis-Trévis avec les citoyens. Et là, ça fait une approche. Ça fait une approche. Ça a mis de la confiance entre les citoyens et ça a fait du bien et ça a fait plaisir à tout le monde. Et on nous a connus comme ça. Alors, avant de continuer aussi à travers ce témoignage, peut-être on peut faire le tour aussi des autres invités. On va repasser de l'autre côté en Seine-et-Marne. Alors, vous êtes vous représentez 2 associations qui se sont réunies au sein d'un collectif. Donc Nadine, tu représentes l'association Turbulence, pardon. Alors nous sommes 3 associations, dont l'association Émergence qui est intervenue lors de la première partie de l'émission. Et donc moi je représente l'association Turbulence,
Donc l'association Turbulence, c'est une association déjà ancienne, qui a plus de 25 ans, et qui lutte contre les discriminations et l'accès aux droits des personnes discriminées. Donc c'est une association avec plusieurs volets, notamment une permanence d'accès aux droits des personnes sans papier. Donc les gens viennent à la permanence et on les aide à établir des dossiers qui puissent être acceptables en préfecture. Il y a un côté aussi donc droits des femmes. Et là, donc c'est le collectif Elle Demande que je représente avec Agnès et on vous en parlera après. Il y a bien sûr l'émission, le côté radio, enfin émission de web média maintenant, voilà, qui est aussi Turbulence est aussi donc partie prenante dans ce projet. Et puis il y a aussi un volet lutte contre les discriminations LGBTQI+, en partenariat aussi avec la MJC de Ponto-Combo, avec des interventions dans les collèges, dans les lycées. Une association très active. Voilà, une association assez active. Voilà. Et vous êtes combien dans cette association ? On n'est pas très très nombreux, mais on est très actifs. Voilà, je dirais une vingtaine peut-être. Donc voilà, pas que des femmes. Pas que des femmes. Ah non, pas que des femmes. Voilà, la partie droit des femmes fait par une des parties des actions de Turbulence, mais c'est pas que du droit des femmes. Il y a aussi des hommes, bien sûr. Voilà. Donc je vais passer la parole à Agnès, qui fait partie aussi du collectif Elle Demande. Et donc après vous allez nous expliquer quel est ce collectif et qu'est-ce que vous demandez. Voilà, c'est ça. Donc moi j'appartiens à l'association de droit de cité des femmes. C'est aussi une association qui a une vingtaine d'années. Une association qui organise très régulièrement des rencontres mensuelles, des débats, des ateliers ponctuels et surtout pas mal de sorties culturelles. Alors c'était une façon d'aider les femmes à l'accès aux droits d'une façon générale. Alors on fait aussi des accompagnements ponctuels toujours. On n'a pas de professionnels. On participe à des fêtes organisées par la mairie par exemple ou d'autres fêtes qui nous permettent de faire des contacts par connaissance, voilà. Et donc, qu'est-ce que je pourrais dire encore ? On a mis en place, alors évidemment, des événements un peu plus importants, encore le 8 mars en général. On participe aux manifestations nationales, on participe aussi depuis très longtemps à des actions ponctuelles le 8 mars. Rencontres, débats, etc. D'accord. Vous agissez surtout sur le territoire Paris-Vallée de l'agglomération Paris-Vallée de la Marne, c'est une association de Noisiel, installée à Noisiel, mais on a des adhérentes de toutes les communes aux alentours. Torcy, Emerainville, Noisiel, voilà. D'ailleurs, ça a été créé à partir aussi d'associations du Sud-Sahara d'Emerainville, au départ, il y a 20 ans. Oui. Maintenant, il ne reste plus beaucoup, mais il y a encore quelques adhérentes d'Emerainville. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous réunissez et qu'est-ce que vous demandez ? D'où vient ça ? Enfin, je suppose qu'elle demande, c'est ça. On demande. Vous demandez quelque chose de particulier ? Alors, peut-être que je vais terminer en disant que alors il y a le Covid qui a un peu perturbé toutes nos activités. Il faut reconnaître, Mais avant, c'est un petit peu comme ça aussi qu'on s'est rencontrés avec Turbulence. On avait fait toute une enquête pour savoir ce qui se passait au niveau des violences faites aux femmes sur Marne-la-Vallée. Voilà. C'était terminé le 8 mars, juste avant le Covid, là. Et ensuite, on ne savait pas trop comment ça allait continuer. Voilà. Et c'est là que le collectif a été créé et qui a donné un élan. Je vais te laisser parler du... Les trois associations, Turbulence, Émergence et Droit de cité des femmes, sont des associations qui se connaissent bien. On est un peu issus du même terreau. Et donc, on a quand même l'habitude de travailler ensemble et de faire des choses en commun. Et donc, au moment chacun dans nos associations, on s'est aperçu que lorsqu'une femme était victime, alors par exemple une femme sans papier au sein de Turbulence, une femme qui est adhérente à Droit de cité et qui venait au cinéma avec les autres adhérentes ou une femme d'émergence, on s'est aperçu en fin de compte que c'était assez difficile pour nous aussi d'orienter les femmes. C'est-à-dire, elles sont là, elles arrivent, quelquefois elles peuvent se livrer, où on sent qu'il y a des choses et on n'est pas forcément capable, nous, en tant qu'association, on n'est pas des professionnels. Donc, on s'est posé des questions, mais qu'est-ce qu'on fait de ces femmes ? Où est-ce qu'on les adresse ? Et on s'est aperçu très rapidement qu'on ne savait pas trop où les adresser, en fin de compte. Qu'il n'y avait pas forcément d'informations données ou aux professionnels ou aux associations sur où cette femme va pouvoir s'adresser pour avoir de l'écoute, pour être entendue et pour être orientée.
Donc, au moment des élections municipales, donc de 2020, on s'est rassemblés, les 3 associations, et on a décidé d'écrire un plaidoyer qu'on a envoyé aux listes candidates. Et pour leur rappeler un petit peu que le droit des femmes, ça existe, et que sur notre territoire, justement, il y avait peut-être besoin de se poser certaines questions. Et dans ce plaidoyer, il y avait notamment la création d'un observatoire. D'accord. Alors peut-être on peut quand même rappeler dans cette histoire, il me semble qu'il y avait un centre d'information de droits des femmes en Seine-et-Marne qui existait et qui a disparu. Voilà, donc, oui. Ce manque que vous observez est lié à la disparition aussi de cette association. Un centre d'information du droit des femmes et de la famille, le CDFFF 77, qui a été dissous. Et donc, c'est le CDFFF 91 qui reprend maintenant des permanences juridiques sur la Seine-et-Marne. Ah oui, mais c'est voilà. C'est donc, pas tout près. Avant, il y avait un lieu dédié à Logne, au CDFFF 77, un lieu ouvert où on pouvait accueillir les femmes qui étaient en demande d'informations, notamment au niveau de leurs droits. Et donc, les permanences ont été... à Logne, il n'y a plus de CDFFF. Donc, il y a plein de permanences un peu partout sur le territoire. Mais en tout, on avait calculé, il y avait 9 heures par mois de permanence dédiées aux droits des femmes sur le territoire. Donc, ce qui était quand même très peu. Voilà, donc on s'est dit qu'il fallait absolument alerter au moment des élections municipales, qu'il fallait alerter les candidats sur ces problématiques de droits des femmes. Voilà, donc ensuite il y a eu le Covid, donc tout s'est arrêté. Et au mois de septembre, on s'est dit que c'était quand même dommage d'avoir fait ce travail avec 3 associations, parce que c'est pas rien de partager, de discuter, d'être d'accord. C'est quand même tout un travail. Vous avez fait des demandes, mais qu'est-ce qui... Voilà. Donc en septembre, on serait retrouvés et on s'est dit qu'on demandait dans le plaidoyer un observatoire et que si on attendait les pouvoirs publics pour créer un observatoire, peut-être qu'on pourrait attendre un peu trop longtemps. Donc on s'est dit, à 3 petites associations, nous, on va le créer, l'observatoire. Donc c'est là qu'est née Elle Demande. On a donc un beau logo, on a un titre. Et cet observatoire, on s'est dit, il va falloir qu'on le fasse vivre. Donc la première chose, c'était justement d'enquêter, en fin de compte, d'aller voir tous les acteurs du territoire. Et notre territoire, au départ, c'était le Val-Maubuée, mais maintenant, on raisonne plus en petit territoire comme ça, on raisonne en agglomération. Donc on s'est dit qu'on allait travailler sur toute l'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Et on s'est dit, on va rencontrer les acteurs qui sont en contact avec les femmes victimes. Alors les acteurs institutionnels, comme les maisons, les maisons des solidarités. On a rencontré tous les élus dans les mairies, les élus ou à la solidarité ou à la santé. On a rencontré en même temps les fonctionnaires qui s'occupent donc des services sociaux, des centres sociaux ou bien des CCAS, comme on appelle dans les mairies. On a rencontré aussi des institutions comme la police. Voilà. Enfin, on a rencontré en tout, je crois que j'ai calculé à peu près 25 sur l'année. On a rencontré 25 interlocuteurs, des associations aussi, bien sûr. On est allé à l'hôpital, on a rencontré l'unité médico-judiciaire. Oui, mais alors, comment vous pouvez expliquer ça, qu'il y a un besoin d'un espace du coup, non mixte Comment vous expliquez ça, qu'il y ait ce besoin-là? Est-ce qu'un homme, Patrick par exemple, qui pourtant est, pourquoi est-ce qu'il, pourquoi il n'aurait pas sa place dans ce lieu de protection pour les femmes? Voilà, moi je m'interroge là-dessus quand même pas mal. La question qu'on pose toujours, notre association, c'est une association de femmes, mais c'est vrai qu'on n'a jamais, il doit y avoir un homme qui a adhéré. On n'a jamais refusé que les hommes adhèrent. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de sujets, de problèmes qu'on a envie de parler entre femmes, dont on a envie de parler entre femmes, et que certaines ne pourront pas parler avec des hommes. Voilà. Il y a une femme qui est victime de violence, par exemple, ou qui a des soucis avec son conjoint, ou même dans sa famille. Il y a une amitié entre les femmes, parfois. L'amitié entre les hommes, avec les hommes, existe aussi, évidemment. Mais il y a une amitié peut-être plus facile, des liens plus faciles qui peuvent se créer entre femmes. Et l'exemple, c'est quand même les maisons de femmes qui existent déjà, qui marchent très bien depuis des dizaines d'années. Alors à Créteil, à Bobigny, etc. Je dis Créteil, oui, bien sûr, mais je pensais à Montreuil. On a eu des contacts, par exemple, avec la Maison des femmes de Montreuil,
ou bien aussi à Mitry-Mory. On voit qu'une maison où les femmes vont venir, où elles vont rencontrer d'autres femmes pour parler, des professionnels de préférence. Enfin, de préférence, il peut y avoir aussi des bénévoles, mais non, on insiste un peu sur le côté professionnel quand même. Parce qu'en tant que bénévole, dans notre petite association, par exemple, je dis petite, mais bon, elle est quand même un peu importante. Mais quand les femmes arrivent, on est toutes des bénévoles, alors on peut les accompagner, on peut leur dire, tiens, on va t'accompagner à la police, on va t'accompagner à la MDS. Mais c'est vrai qu'on n'est pas des professionnels et on ne se sent pas capable de parler en professionnel. Voilà. Et dans une maison dédiée aux femmes, il peut y avoir aussi des professionnels qui ont l'habitude de travailler avec les femmes. Pour revenir aux hommes, il y a quand même des hommes qui sont victimes aussi de violences, un pourcentage moindre, mais il y a des hommes qui sont victimes de violences. Et il y a en ce moment, il y a des actions qui peuvent être aussi faites par certaines associations en direction aussi des hommes violents, des hommes qui sont victimes, mais aussi des hommes violents. Donc dans notre dépliant, on n'oublie pas ça non plus. C'est-à-dire qu'un homme peut être violent, mais il peut aussi avoir le droit à se corriger, enfin à s'améliorer comme toute personne. Donc on n'oublie pas ça non plus dans notre démarche. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des hommes qui sont aussi violentés, et il y a aussi des hommes violents qui peuvent avoir besoin de soins aussi, parce que là, il s'agit de soins. Voilà. C'est vrai qu'on nous l'a rappelé plusieurs fois, et les hommes victimes de violences. On n'oublie pas vrai, le côté. Mais c'est quand même Romain. Surtout des femmes qui meurent sur les coups, sous les coups. Les statistiques, on sait qu'il y a aussi des hommes. C'est vrai. Voilà, les statistiques parlent. Des hommes. Patrick, oui, je voulais juste avoir le point de vue de Niamey par rapport à la question que tu as posée sur la question d'avoir des moments où on reste entre femmes. Nous, pour notre part, pour notre association, on reste entre femmes parce qu'en fait, elles se sentent mieux. Elles peuvent évoquer des choses, dire ce qu'elles ont sur le cœur. Et s'il y a un homme, elles ne pourront pas. Et du coup, comme elles ont tout un parcours différent, elles prennent conseil sur les autres. Elles vont poser des questions par rapport à toi, tu travailles, comment tu as fait, ou d'autres questions sur même la sensibilité des femmes entre elles, ce qui leur touche, sur tous les points par rapport aux enfants, par rapport à leur intimité à eux aussi. Et du coup, on ne met pas trop les hommes. Mais on a aussi besoin des hommes par rapport aux actions qu'on va mener, parce que là on est en train de préparer une maraude, et ben là on aura besoin des hommes pour encadrer, et du coup on va faire appel à nos maris pour faire une solidarité avec nous, pour une protection aussi, mais ils sont pas impliqués, sinon ils sont impliqués par rapport aux actions. Voilà, c'est ça. Une maraude, c'est au Plessis-Trévis, non? Non, pas au Plessis-Trévis, on va essayer d'aller sur Paris pour où il y a plus le besoin. Où déjà au Plessis, on voulait le faire à l'hôtel social, parce qu'il y a un hôtel social qui accueille des familles, enfants, maris. Et après, on va aller sur Paris parce qu'il y a beaucoup de réfugiés là-bas. Donc, voilà. Moi, j'avais une question toujours pour Niamey. Moi, ce qui m'a particulièrement frappé dans la présentation que vous avez faite de votre association, c'est votre lien avec la commune. Et ce qui est intéressant, c'est que vous servez un peu de, je sais pas comment dire, enfin, vous exprimez un besoin et quelque part vous sollicitez la commune pour vous accompagner dans la satisfaction de ce besoin. Et en fait, vous éclairez en fait les pouvoirs publics sur des dimensions qu'ils ne voient pas pour les raisons que vous avez évoquées, le fait qu'une population plutôt aisée vit au Plessis-Trévis. Et ça, franchement, c'est quelque chose dont vous n'avez peut-être pas confiance, mais qui est quand même assez exceptionnel et une démarche hyper intéressante, enfin, de mon point de vue. Pour ma part, moi, je me dis aussi que j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré Monsieur Doucet, le maire de la ville, qui est vraiment quelqu'un de très bien, vraiment quelqu'un qui est à l'écoute. Du coup, il est sensible à ce que ses citoyens ressentent et vivent. Alors, du coup, il donne la chance. Alors, il m'a dit, il faut monter une association, il faut voir. Alors, après tout ça, il analyse et il voit si ça fonctionne. Et nous, notre association, elle a tout de suite fonctionné. Tous les élus ont été là. La première grande action qu'on a fait de nous-mêmes, c'était le 8 mars 2020. On a organisé un grand gala. On a fait venir... non, on n'a pas fait venir des danseuses. C'est nos enfants qui ont fait des cours de danse sur 7 semaines
de la danse africaine, qu'ils ont défilé. Et nous, les mamans, on a montré ce qu'on savait faire. Il y avait des jeux africains, des jeux sur la sensibilité. On a fait aussi découvrir nos tisanes avec beaucoup de bienfaits, surtout les tisanes aphrodisiaques aussi. On a fait découvrir. Ça m'intéresse pour samedi. On a fait découvrir ça. On a fait échange de savoir. Oui, sur aussi la coiffe, le maquillage, le bien-être de la femme, et ça a plu. Mais c'est tombé en plein démarrage du Covid. Mais on a eu du monde. On a eu une 50aine de personnes sur la commune du Plessis. Pour une première, c'est pas mal. Par exemple, vous évoquiez aussi les difficultés qu'avaient certaines femmes pour faire garder leur enfant et travailler. Oui. Est-ce que du coup la commune a organisé ou a appuyé votre démarche que des femmes qui ne travaillent pas puissent garder les enfants des femmes qui travaillent et par exemple les accompagner dans une professionnalisation comme assistante maternelle? Est-ce que du coup c'est une manière pour la commune aussi de vous accompagner? En fait, ils l'ont entendu. Mais il n'y a pas eu encore d'accompagnement. Mais ils sont à l'écoute. Mais on se débrouille entre nous pour l'instant. Mais quand même, la ville fait beaucoup d'efforts parce qu'il y a une conseillère dédiée à la famille qui est sur place au CCAS. Il y a aussi le planning familial, la PMI. Non, c'est pas un planning familial, nous, c'est juste la PMI qui est à l'écoute aussi. Et ça fait son chemin. Mais par exemple, vous pourriez envisager d'accompagner la professionnalisation des femmes justement dans ce métier, dans ce travail d'assistante maternelle? Oui. Elles peuvent faire aussi d'autres choses que... Non, mais là, ce que j'ai trouvé très... Non, c'est pas ça, mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette solidarité, partant de cette solidarité, et qui peut être une manière de faire avancer aussi par rapport aux hommes, l'idée que les femmes puissent travailler et continuer à assumer leur fonction familiale. Ça peut se faire parce qu'on a un élu représentatif des associations, M. Béraud, qui est à l'écoute et on peut... travailler avec lui, trouver des solutions et même se faire former, on peut. Oui. Ce que je trouve intéressant pour avoir rencontré l'association et ses membres au Plessis-Trévise un dimanche après-midi, c'est cette ouverture proposée par l'association d'échange de savoir entre femmes de différentes origines culturelles. Et aujourd'hui, quand tu expliquais au début, Niamey, de ton engagement, que c'était finalement une petite communauté de femmes africaines avec une cohésion aussi d'identité culturelle. Et aujourd'hui, cette association, elle s'est ouverte, elle a délié aussi des peurs ou des questionnements que pouvait avoir une population qui n'était pas forcément habituée à une culture mélangée, on va dire. Et aujourd'hui, c'est une association, le tour de table, il est de tous les âges et de toute culture. Oui, c'est ça. Et avec des femmes qui ont fait des études, qui vont aussi transmettre leur parcours aux autres en disant si tu peux faire ça. On se donne des idées, on se donne de la force et on essaye de s'aider, de s'entraider entre nous pour que tout le monde puisse trouver son compte et que tout le monde puisse avancer et être bien. J'ai une question pour le collectif Elle Demande, car il y a un aspect sur lequel que vous n'avez pas du tout évoqué, c'est l'enquête que vous êtes en train de mener avec des étudiants de l'université Gustave Eiffel qui se trouve à Champs-sur-Marne. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Alors, tu vais Agnès. Notre observatoire est petit. Nous, on a fait nous-mêmes, on a rencontré beaucoup de monde sur l'agglomération Paris-Vallée-de-la-Marne. Et maintenant, il faut qu'on passe, je pense, à la vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des décideurs, des financeurs qui suivent notre projet. Donc, on a un partenariat avec l'université Gustave Eiffel. Donc, on a un partenariat avec des étudiants en L2. Et en deuxième année de licence. De sociologie. De sociologie, avec 3 jeunes chargés de cours
Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que les étudiants vont faire un travail d'enquête par questionnaire. Ça fait partie de leur programme d'études. Et donc, ils vont établir un questionnaire. Alors bien sûr, on s'est vu, hein, on a aussi un peu aiguillé leur travail. Et donc, il va y avoir un questionnaire qui va être envoyé aux professionnels et un questionnaire qui va être dédié aux femmes qui utilisent justement toutes les structures que nous-mêmes, on a visitées. Donc, on a donné aux étudiants nos contacts. Ils vont donc élaborer ce questionnaire. Ensuite, ils vont le faire passer. Ça, c'est leur travail d'étudiant et dans le cadre de leurs études. Et ensuite, ils vont établir une base de données. Et de cette base de données, ils vont extraire. Alors, je vous dis pas, je sais pas comment. En tout cas, ils vont extraire, de ce que j'ai compris, ils vont extraire des arguments chocs. Des données sur l'état de ce que les femmes et les professionnels ont besoin sur le territoire de Paris-Vallée de la Marne. Et à l'issue de cette enquête, nous, notre but, en fin de compte, c'est d'essayer de réunir les acteurs et les étudiants, de faire une espèce de journée colloque, enfin, on ne sait pas trop encore comment ça va s'appeler, mais en tout cas, en gros, de prouver, de montrer aux décideurs, aux financeurs, eh bien, qu'il y avait vraiment des besoins sur notre territoire. Il n'y a pas que nous, petites associations qui nous en rendons compte ou des associations, madame n'est pas sur notre territoire, mais voilà, nous, sur le terrain, on se rend compte qu'il y a vraiment des soucis, quoi, voilà. Et donc, on espère qu'avec cette enquête, qui est sérieuse quand même, c'est fait par l'université, eh bien, les décideurs vont vraiment être alertés sur ces problématiques d'accueil des femmes victimes sur Paris-Vallée de la Marne. Et c'est la mise en place de l'Observatoire avec une enquête qui, on l'espère, pourrait être régulière sur le sujet, permettant de voir justement l'évolution de la prise en charge des personnes victimes de violences sur le territoire. On attend la dernière question, l'ultime question. Comment vous pensez que les politiques publiques, parce qu'on était sur ça aussi dans le déroulé, on en a parlé pas mal, mais comment est-ce que vous pensez, comment elles pourraient être améliorées au regard de ce que vous observez? Parce que là, je trouve quand même il y a un truc particulier, c'est que c'est long cette démarche d'observatoire, alors que bon, il y a des femmes qui sont en précarité et qui ont besoin d'être orientées maintenant. Tout le travail d'observatoire, enfin, je comprends la logique de devoir faire un argumentaire, mais ça veut dire que vous n'êtes pas forcément entendu sur ce territoire au niveau des politiques publiques et que vous avez besoin de démontrer par le chiffre, par la donnée, quelque chose que vous sentez, que vous voyez et que vous vivez au quotidien. Donc comment faire évoluer ces politiques et à votre avis, quelles seraient les premières actions à mettre en place La lutte contre les violences faites aux femmes a été grande cause la grande cause du quinquennat qui va se terminer avec des budgets qui ne sont pas énormes, enfin quand même. Disons qu'on a médiatisé aussi tous ces problèmes de violence faites aux femmes. On en parle quand même. Et donc nous, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses de faites un peu partout, mais qu'il n'y avait pas de lien entre toutes ces choses. Et donc, je crois que la première chose qu'il faut que nous, on fasse, c'est mettre les gens en lien. Et donc, on pense qu'un observatoire, c'est aussi mettre les gens autour de la table. Mais ça, c'est vrai que, comme tu dis, ça prend du temps. Il n'y a quand même pas rien de fait en ce moment sur le territoire. Il y a des associations, il y a des choses de faites. Mais après, voilà, c'est ça, c'est mettre tout le monde autour d'une table et travailler ensuite. Il y a aussi des professionnels qui sont mieux travailler ensemble, de façon à coordonner toutes ces actions. Alors, moi, j'ajouterais quand même qu'on dit grande cause du quinquennat, mais tous les gens qu'on a rencontrés, aucun nous a dit que ça s'était amélioré. Aucun. Enfin, on n'a pas senti... c'est toujours les mêmes problèmes de logement, de violence. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont motivés partout. On est à la préfecture aussi. Faites des dossiers, on vous donnera des sous. On voit, enfin, c'est tout, quoi. D'ailleurs, on ne se demande pas de quel dossier exactement il faut faire. Mais à côté de ça, c'est beaucoup de... Enfin, on parle beaucoup des femmes, on parle beaucoup de la violence faite aux femmes, c'est vrai. Surtout le 8 mars. Surtout le 8 mars. Mais à côté de ça, dans aucune démarche administrative, on nous a dit quand même ça avance. Aucun. Il n'y a aucun dépliant qui informe les femmes ce qu'il faut faire. Sur toute la vallée de la Marne, il n'y a pas de dépliant à la mairie pour dire, tiens, si une femme est victime de violence, voilà ce qu'il faut qu'elle fasse.
Il y a beaucoup de sensibilisation. On sensibilise, elle demande. On s'est aperçu que dans certaines communes, il ne se passe rien. Non. Donc en fait, on nous a les associations, je pense qu'on alerte. Vous êtes la démonstration qu'on a besoin d'un tissu associatif pour pallier au manque des politiques publiques. Niamey peut-être aussi. Pour ma part, le mot de la fin, main dans la main, comme notre association le dit, j'espère que ça va avancer et que les femmes vont se donner la main pour avancer, que ce soit au niveau violence, éducation, projet personnel ou projet de groupe, que tout avance et que tout soit apaisé. Voilà. Merci Niamey. Alors l'émission Turbulence s'achève sur la thématique femmes et précarité. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On était ravis de vous accueillir. Merci beaucoup Aurélie d'avoir partagé Patrick, ce temps avec moi. J'ai quand même une parole, c'est que oui, main dans la main, mais soyons main dans la main les hommes et les femmes pour un monde de justice et d'égalité. Merci.